Et si Phineas et Ferb étaient réalistes? Ah, les vacances d'été. C'est vraiment le meilleur moment de l'année, je veux dire. Pas de prof, pas d'école, pas de devoirs. Hey, pas d'heure de dodo. Tu as 25 ans. Ouais, je sais, c'est vrai. Mais tu sais, des fois, je regrette de pas peut-être avoir vécu ma jeunesse comme j'aurais dû. Tu sais, vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Un peu comme toi, en fait. Avec un frère aussi débile et dangereux que toi, chaque jour pour être le dernier. Mais enfin, de quoi tu parles? Tu vois vraiment pas de quoi je parle? Non. Bon. Alors, pour résumer, est-ce que tu réalises que chaque jour, tu me fais construire des mégastructures qui sont hyper dangereuses, polluantes et qui causent des centaines de milliers de dollars en dommages et propriétés? Ben non, t'exagères. La semaine dernière, Phineas, tu nous as fait construire une montagne russe. Une montagne russe qui a passé à travers la ville au complet. Est-ce que tu sais le nombre d'accidents de la route desquels on est responsable? Bah, ça va, c'est quand même pas comme s'il y avait eu des blessés graves. T'as rasé le quartier au complet pour construire une plage. Des familles de SDF sont apparues. Plus de la moitié de la ville se retrouve sans domicile à cause de ton bullshit. Mais non, franchement, si c'était si dangereux que ça fait longtemps que maman nous aurait interdit de le faire. Et puis, de toute façon, c'est la ville qui nous a donné des permis. Tu as 10 ans, tu as obtenu ces permis parce que personne pensait que tu le ferais pour de vrai. Tu as fait exploser le mont Rochemort. C'est du terrorisme. Bon, OK, j'avoue, on est peut-être allé un petit peu loin sur celle-là, mais Candice, notre grande sœur en bout de ligne, ça lui a quand même fait très plaisir. Ah oui, Candice, tu veux qu'on parle de Candice? Ouais, vas-y, on en parle de Candice, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Elle est partie, Phineas. Elle veut plus nous voir. Elle est sortie de l'hôpital psychiatrique il y a 3 mois après y avoir passé 10 ans à cause de tes conneries. Ben, en quoi c'est ma faute? Elle a fait une dépression nerveuse à l'âge de 19 ans. Elle rentre dans un état d'hypervigilance à chaque fois qu'elle se demande si on n'est pas en train de construire un portail dimensionnel ou un vaisseau spatial. Bon, OK, je veux bien que ce soit très triste, mais c'est quand même pas comme si c'est moi qui l'avais poussé à bout. Oui, ça l'est. C'est de ta faute. Et c'est de ma faute aussi. Tu comprends pas? Tu l'as gaslighté pendant des années. Ça l'a rendu complètement folle et ça me rend complètement fou. Je t'ai suivi parce que t'es mon grand frère et que je t'aime, mais je dois me rendre à l'évidence, Phineas. Tu es un sociopathe. Tout de suite, les grands mots. Au fait, il est où, Perry? Il est au centre-ville en train d'affronter un savant fou, ton ornithorynque de compagnie. Parce que oui, t'as un ornithorynque de compagnie, c'était trop compliqué d'avoir un chien ou un poisson rouge. C'est un agent secret. Il y a des gadgets super dangereux et des passages secrets d'espions dans toute la maison et tu t'en es jamais rendu compte. Donc, si je te suis bien, moi, je suis un enfant éternel qui construit des trucs pas possibles et qui a un ornithorynque de compagnie qui est en fait un agent secret et qui rend la vie de ma grande sœur impossible. Exactement. Et c'est trop pour moi. Quand j'avais 8 ans, ça allait. Mais aujourd'hui, je peux plus faire semblant. Je peux plus faire semblant que je comprends pas la différence entre le bien et le mal. Ça me ronge de l'intérieur. Est-ce que tu comprends que c'est pour ça que je parle jamais à personne? Ouais. Donc, dépendamment d'à qui tu pitches cette histoire, tu vas soit penser que c'est la meilleure ou la pire idée que tu as jamais entendue. Arrête de briser le 4e mur, Phineas! Fêtant leurs 101 ans cette année, Walt Disney Pictures est clairement le studio de production le plus reconnaissable au monde. C'est quand même fou de se dire que les gens qui travaillaient avec Disney à l'époque de la création de la compagnie parlaient de la fin du 19e siècle, comme vous et moi, on peut parler des années 80 et 90, et que cette compagnie est toujours un géant du divertissement d'actualité. Cependant, c'est une lame à double tranchant parce que Disney, ils ont évolué dans une position où ils sont littéralement devenus trop gros pour leur nom. Faites l'expérience, allez voir n'importe qui, il est plus que très probable qu'en leur demandant quel est leur film Disney préféré, ils vous répondent un classique d'animation Disney. Vous savez, ces films d'animation avec les DVD numérotés produits par la branche principale de la compagnie Disney, c'est cette playlist à laquelle les gens pensent quand tu leur parles de ce studio. À la limite, un gars dans le coin qui va te demander si Pixar ça compte et la plupart des puristes vous répondront que non, que les classiques d'animation Disney, ce sont simplement la playlist qui est nommée ainsi. Sans m'appeler moi-même un puriste, quand on me parle d'animation chez Disney, j'ai tendance à séparer les classiques de Pixar. Ce qui est ironique parce que techniquement, faut pas le faire. Parce que tu peux demander son film Disney préféré à quelqu'un et s'il te répond Infinity War, Predator ou Die Hard, techniquement c'est correct. C'est des films qui sont détenus par Disney. Et ça, c'est juste au cinéma parce qu'à la télé, Disney, depuis 1954, il commence à produire des émissions comme The Disneyland Story par exemple. Mais depuis une quarantaine d'années, on les retrouve sur leur propre chaîne nommée Disney Channel et plus tard avec Disney XD. Disney XD, c'est une chaîne qu'on reconnaît principalement pour diffuser des produits originaux d'animation
qui sont visés vers les 6 à 14 ans, avec quelques exceptions, je sais. Mais c'est depuis la lancée de Disney+ à la fin 2019 qu'on sent que le média de la télé, il est de plus en plus abandonné pour favoriser l'ère du streaming. Et c'est aussi une des raisons pourquoi, en 2022, Disney XD va simplement cesser d'exister. Ce qui est quand même triste parce que moi, je suis toujours le premier à allumer Disney Channel pour son contenu répétitif et paresseux, mais Disney XD, ça nous a pas offert que de la merde. Là, on arrive à un point qui est personnellement très paradoxal parce qu'en tant que Canadien, Disney XD, j'en ai un peu rien à battre parce que tout ce qui était produit là-bas, c'était diffusé sur des chaînes locales de télévision comme VRAC TV, Télé-Québec, Télétoon, bref, j'ai produit un épisode sur les dessins animés canadiens. Mais le fait étant que si la chaîne en tant que telle, je m'en fous. Les produits qu'elle diffusait, c'est ce qui m'a forgé. Juste regarder les vidéos de cette chaîne, Disney XD a diffusé la saison 2 de Gravity Falls et aussi a diffusé au complet The Owl House, c'est pas rien. Mais un d'eux, si ce n'est leur produit le plus reconnaissable, c'est sans contredit l'émission jeunesse Phineas et Ferb. L'histoire de deux demi-frères qui construisent des manèges et autres machines et qui partent à l'aventure pendant les vacances d'été. Pendant ce temps, leur sœur tentera de les démasquer pour que leur mère voie leur construction et les punisse. Mais ces 10 projets disparaissent tout le temps avant que maman ne revienne à la maison. Le plus souvent, c'est à cause d'un combat entre le diabolique professeur Heinz Doofenshmirtz et son arch-némésis Perry l'ornithorynque, un agent secret qui vit chez Phineas et Ferb comme un animal de compagnie. Alors sans vouloir être ce genre de téléspectateur, les producteurs, ils avaient fumé quoi? La bonne réponse, c'est je sais pas et je m'en fous parce que le fait étant que Phineas et Ferb, c'est un de ses produits à la Avatar, le dernier maître de l'air ou The Owl House, où tu sens vraiment que les créateurs, ils sont hyper impliqués dans le projet et où ils aiment nous présenter leur œuvre. Salut, je suis Dan. Et moi, Swampy. Nous sommes les créateurs de Phineas et Ferb. La série formidable que vous êtes en train de regarder. La série a eu une décente diffusion de 4 saisons, avec un crossover avec Marvel et Star Wars, et un téléfilm qui est peut-être le meilleur épisode de la série au complet. Et bien que la série se soit achevée en 2015, elle est toujours rediffusée, et en 2020, on a droit à un nouveau film original de Disney+. Tout ça sans oublier le fait que l'été dernier, en 2023, Disney, ils ont commandé une 5e saison pour Phineas et Ferb. Bref, c'est une série qui est toujours d'actualité et surtout qui a su trouver son public. Et quand je dis trouver son public, c'est trouver son public parce que sur la sphère internet, Phineas et Ferb, c'est un juggernaut. Même chez les créateurs de contenu, cette série, ça marche bien. Je vous en ai parlé 5 ou 6 fois, mais avant d'avoir cette chaîne-ci, j'avais une chaîne anglophone qui n'a pas très bien marché. Mais ce que je vous ai jamais dit, c'est que cette chaîne anglophone, avant de la reprendre en 2019, quand j'ai déménagé à Toronto, quand je me suis lancé en 2017, c'était une chaîne francophone et ça marchait pas mieux. Mais la vidéo la plus appréciée de toute la chaîne, c'était justement une vidéo théorie de 5 minutes, mal enregistrée, mal montée et fait avec les moyens du bord en moins d'une journée sur l'univers de Phineas et Ferb. Et pendant ce temps, cette vidéo, avant que je fasse comme tout le reste de la chaîne et que je la foute en non répertorié parce que j'en avais vraiment honte, le fait étant qu'elle a quand même atteint 75 000 vues. Considérant le fait que d'habitude sur cette chaîne, je faisais entre 100 et 200 vues, je vous laisse faire le petit calcul. Par comparaison, si on se dit que sur ma chaîne actuelle, les vidéos atteignent généralement autour de 9000 vues, c'est comme si la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment faisait un énorme 4,5 millions de vues. Pour que ça puisse arriver et que Phineas et Ferb soit remis sur le devant de mon contenu, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, ainsi qu'à nous laisser un like et un commentaire nous disant de quel autre sujet on devrait traiter. C'est toujours extrêmement utile pour le référencement, sans oublier le partage de la vidéo sur les réseaux sociaux. Et parlant de réseaux sociaux, vous pouvez aussi aller faire un tour dans la description de la vidéo où vous allez trouver un lien qui vous mènera à mon Instagram où vous pouvez me suivre si vous voulez interagir avec moi et avoir des petits teasers pour les futures vidéos, ou même vers mon Artpal si vous voulez acheter mes tableaux. Mais bref, Phineas et Ferb, pourquoi c'est si bien et surtout pourquoi, contrairement à d'autres séries du même genre, ça a survécu à maintenant presque 20 ans de diffusion? Je vous offre aujourd'hui la réponse et bien plus sur ce Salutationalisation et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi Phineas et Ferb est la meilleure série d'animation Disney. Comment sont nés Phineas et Ferb? Quand un papa et une maman animateurs s'aiment beaucoup, ils décident de gâcher leur vie, prennent un verre de trop, ils vont à l'hôtel et attends une minute, c'est pas du tout ça le texte. Non, plus sérieusement, c'est quand même intéressant de s'attarder à comment une bonne idée comme Phineas et Ferb a vu le jour. Les origines de la série remontent à quand Dan Povenmire, un des créateurs, était enfant et que sa mère lui a dit de ne jamais gâcher un seul jour de ses vacances d'été. Pour s'occuper, chez lui, Povenmire, il faisait un peu tout et n'importe quoi. Et quand je dis tout et n'importe quoi, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Ça partait de simplement creuser des trous dans le jardin pour le plaisir, après tout, chacun fait ce qu'il veut de ses vendredis soirs, jusqu'au moment où il a commencé à réaliser des petits films chez lui et à mettre en scène
des personnages. Il dit même que sa mère le laissait capitonner le salon au complet avec des draps noirs pour en faire des scènes de bataille spatiale. Il accrochait même des petits vaisseaux pour en faire des scènes plus réalistes. Bref, prouvant encore une fois que derrière chaque grand artiste et cinéaste, il y a peut-être un parent qui, à quelque part, a cru en lui. Pendant ce temps, il était aussi un prodige de l'art visuel et il présentait ses dessins à des expositions et des vernissages qui étaient tout de suite reconnus pour leur niveau de détail incroyable. De l'autre côté, on a aussi Jeff Marsh, que dans le milieu on appelle simplement Swampy, qui vient lui aussi d'une famille qui est très nombreuse et a eu à peu près la même enfance que Povenmire. Povenmire, il va lâcher l'Université de Californie du Sud et pour arrondir les fins de mois, il passait son temps à dessiner des caricatures et à les revendre sur des coins de rue. Jusqu'au jour où est-ce qu'il va être appelé pour travailler comme animateur sur un film. Ce film, c'était Far Out Men, et c'est là que Povenmire va commencer à travailler pour de vrai dans le milieu de l'animation professionnelle. Il va même aller travailler sur des gros produits comme Tortue Ninja, c'est pas rien. Pendant ce temps de marche, il était vice-président du marketing dans une compagnie qui fabrique des ordinateurs jusqu'à ce que, et je cite, il freak out et qu'il démissionne. Et j'imagine que ça s'est passé à peu près comme ça. Bon, les nouveaux modèles de cartes graphiques, on a écoulé les stocks, mais tout le monde est déçu des performances. Régis, on fait quoi? On fait comme d'habitude, patron. Donc on ramène les anciens modèles, on dit que c'est un modèle retravaillé de l'ancienne gamme et on les vend à un prix exorbitant. C'est pour ça que c'est vous le boss. Je vais aller faire des dessins animés, moi. Le pire là-dedans, c'est que je suis prêt à parier ma chaîne au complet que c'est vraiment pas la seule fois où c'est arrivé dans le monde de l'animation. Mais bref, de bons amis vont aider Swampy à mettre un portfolio sur pied. C'est là qu'il va commencer à travailler dans le milieu de l'animation professionnelle, où il va rencontrer, vous l'aurez deviné, Dan Povenmire, avec qui il travaillait au même bureau. C'est quand même incroyable comme histoire. Les deux créateurs de Phineas et Ferb se sont rencontrés par hasard après avoir abandonné de gros plans de vie alors qu'ils ont été appelés pour travailler sur une série d'animation. Et au passage, vous savez c'était quoi cette série d'animation? C'était Les Simpsons. Et ils travaillaient l'un en face de l'autre, ils étaient destinés à se rencontrer. Ils vont devenir très vite d'excellents amis parce qu'ils se rejoignaient sur leurs goûts musicaux et surtout sur leur goût en humour. Quelque chose qui se reflète énormément en Phineas et Ferb. Ils vont travailler ensemble sur la série Rocko's Modern Life et ils vont très vite avoir l'idée de créer leur propre série. C'est en mangeant au restaurant Times de Pasadena que Povenmire va prendre un morceau de papier craft et va commencer à dessiner un personnage. Il va déchirer ce morceau de papier craft, le montrer à son collaborateur et c'est ainsi qu'il va présenter le premier croquis de ce que va devenir Phineas. Il aurait même dit en lui passant « Hey, je crois qu'on a notre série ». Povenmire va dire que le personnage qu'il a dessiné a une tête de Phineas. Ils vont nommer le deutéragoniste Ferb en référence à un ami de Povenmire qui, je cite, avait plus d'outils que qui que ce soit d'autre sur la planète. Ils vont donc aller pitcher plusieurs fois l'idée de la série à divers studios, mais à chaque fois, ils seront refusés. Cependant, cette idée restera en tête des créateurs. Mais au fil du temps, les deux artistes vont s'éloigner. Swampy va même déménager à Londres pour le travail. Pendant ce temps, Povenmire, lui, il va commencer à travailler sur une autre série d'animation de la chaîne Fox. Et cette série, c'était Family Guy. Oui, les deux créateurs de Phineas et Ferb ont travaillé sur Les Simpsons et un des deux a travaillé sur Family Guy. Et c'est pas fini parce qu'il va même aussi travailler sur Bob l'éponge. Bref, Povenmire, avant cette vidéo, je suis prêt à parier qu'aucun d'entre vous le connaissait, mais le fait étant qu'il a bercé une bonne partie de votre enfance. Et pour cause, parce que c'est surtout quelqu'un de dévoué. Il n'a jamais renoncé à l'idée de faire greenlit Phineas et Ferb. En fait, il est dit que même s'il travaillait sur d'autres émissions et d'autres projets, il avait toujours le portfolio de la série à portée de main pour être capable de le présenter à de potentiels investisseurs et exécutifs. Cartoon Network vont refuser la série, Fox Kids aussi, mais en même temps, quand tu regardes ce qu'ils ont fait à Yu-Gi-Oh! GX et 5D, on parlera pas de Digimon, c'est peut-être mieux comme ça. Et bref, le problème qui revient extrêmement souvent dans ces refus, c'est que la prémisse du show est beaucoup trop complexe pour être réalisable. Bref, Phineas et Ferb, c'est Harry Potter, mais 9 ans avant, dans le sens où il a été refusé un petit peu partout, et aujourd'hui, t'imagines pas le nombre d'exécutifs qui doivent se mordre les doigts d'avoir dit non à un projet aussi magnifique. Jusqu'au moment où Povenmire, il a réussi à obtenir un pitch chez Disney, et Disney lui a dit « on va y penser ». Ce que Povenmire le savait très bien, ça veut dire « on va le jeter à la poubelle, mais plus tard ». Mais Disney, ils vont le surprendre parce que c'est eux qui vont le rappeler et lui dire « est-ce que tu crois qu'on peut le faire en un épisode de 11 minutes ?» Et après que ça a été réalisé, on va lui dire « est-ce que tu crois qu'on peut en faire 26 épisodes ?» Ce cher Dan, il avait très peur de pitcher à Disney parce qu'il avait peur que son travail sur Family Guy les refroidisse parce que c'est une série assez crue, plus orientée pour les adultes. Bref, il avait peur que
ça entache la réputation de la série. Mais heureusement, ça donne que l'exécutif qui était en charge chez Disney à ce moment, c'était Adam Bonnett, quelqu'un qui était un énorme fan de Family Guy et qui appréciait la connexion avec cette série de Povenmire. Et c'est ainsi qu'en 2006, après 16 ans d'essai, Swampy revient à bord et on a finalement fait greenlit Phineas et Ferb. Même à ce qui paraît pour l'épisode 1, à la place de simplement remettre un texte au papier, ils ont joué le script devant les exécutifs. Ça, c'est une des nombreuses forces de la série. Tu le sens que c'est vraiment Swampy et Povenmire qui te racontent l'histoire de Phineas et Ferb parce que c'est un projet qui leur tenait à cœur. Déjà de base, Povenmire et Swampy, ils s'entendaient énormément au niveau humour. Et ça paraît dans la série. La série, elle est très drôle. La musique de Love Handle continue à réchauffer le cœur du public. Tête de bébé géante, mettez-la n'importe où. Barre de téléphone en classe. Allô? Oh, c'est pour vous. J'entends pas les voitures! Ils disent que ces fossiles ont été déterrés dans notre quartier. C'est incroyable! On n'avait pas un chien qui s'appelait aussi Bucky et qu'on a envoyé se refaire une santé chez Simon à la campagne? Histoire vraie, pour la préparation de cette vidéo, je me suis retapé la saison 1 au complet en jouant à Hades. Et puis, je compte plus le nombre de fois où j'ai vraiment ri devant des gags que j'avais déjà vus 15, 20, 37 fois auparavant. Pas souri, pas soufflé du nez, j'ai vraiment ri. Pourquoi? Parce que Phineas et Ferb, c'est une série où les créateurs, ils ont vraiment maîtrisé leur humour et ils ont compris les formules qui fonctionnaient. Sans parler du fait que moi, je fais partie des gens qui pensent que Phineas et Ferb, c'est une œuvre qui est au moins en partie autobiographique. Dans le sens où c'est l'histoire de deux garçons qui sont que demi-frères, mais forment une vraie famille, un peu comme Marsh et Povenmire, qui ne sont reliés pas par le sang, mais plutôt par la passion de l'animation. Entre-temps, ça devient un running gag dans la série que Ferb et son père sont britanniques, et Marsh lui-même, il a même travaillé à Londres. Mais tu peux avoir toute la passion que tu veux, si tu la mets dans une mauvaise idée, ça sert à rien. Les prémices de l'émission. Voici à quoi ressemble un épisode type de Phineas et Ferb. Tout commence dans le jardin, dans la maison ou avec la famille et les amis en route vers une destination X. Ici, les parents et les enfants vont avoir une conversation sur l'été ou le quotidien, voire sur le passé d'un personnage, et ça va donner une idée à Phineas. Ferb, je sais ce que nous allons faire aujourd'hui. Je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. Ferb, je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. Je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. Oh, je sais ce qu'on va faire aujourd'hui, grand-père Fletcher. Hé Ferb, je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. Non. Hé Ferb, je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, Candice, la grande sœur, se retrouvera avec son amie Stacy au téléphone. Elle parle de musique, de garçons et de je sais pas ce que les grandes filles hyper focus de nos jours. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte de ce que font Phineas et Ferb et elle tentera de les démasquer. Démasquer, c'est un terme qui revient très souvent. Ça veut simplement dire à maman ce qui se passe. Et Linda, de son côté, elle fait un petit peu ce qu'elle veut jusqu'à ce que sa fille vienne la chercher pour lui montrer ce que font Phineas et Ferb. Maman, Phineas et Ferb construisent des montagnes russes. Phineas et Ferb viennent de sortir un tube. Phineas et Ferb ont sculpté ma tête sur le mont Rushmore. Phineas et Ferb conduisent du bétail. Phineas et Ferb ont construit un horrible robot. Les personnages secondaires vont arriver, notamment Isabella qui a un énorme crush sur Phineas, et elle et son équipe de Girl Scouts vont aider les garçons dans leur projet. Il va y avoir diverses chansons. Pendant ce temps, Perry met son chapeau et il va se faire assigner une mission pour arrêter le maléfique professeur Doofenshmirtz. Candice commence à appeler sa mère, à aller physiquement la chercher, pendant quoi les garçons jouent avec leur nouvelle invention. Perry sera inévitablement capturé par son némésis qui va lui raconter à quel point sa vie était triste quand il était petit. Cette backstory de Doofenshmirtz va mener à la révélation de sa machine de la semaine qui finit presque toujours par Inator, qui est fait pour simplement enlever un petit malheur du quotidien de Doofenshmirtz mais poussé à 11. Je m'appelle Norm. L'ennemi de l'ornithorynque. J'ai tenté 1000 expériences pour avoir des poils au menton, mais ça n'a servi à rien. Perry se battra avec le scientifique et inévitablement leur combat va déclencher une réaction en chaîne qui va remettre le jardin dans l'état où il était à la base. Le tout juste à temps pour que Linda arrive et retrouve ses enfants en train de jouer normalement dans le jardin. Et on a aussi accessoirement Perry qui revient de sa mission secrète comme s'il était un ornithorynque domestique ordinaire. Ah, te voilà, Perry. Joli chapeau, Isabella. Ensuite, Candice va faire une mini crise d'honneur et Ferb va lâcher quelques mots intéressants. Un ornithorynque, hein, il fait pas grand-chose. Ce sont les seuls mammifères qui pondent des œufs. Ça, c'est le squelette d'un épisode normal de Phineas et Ferb. J'ai laissé quelques détails de côté, comme Jeremy Johnson, le crush de Candice, etc. Et un squelette, c'est ce que c'est-à-dire que c'est un outil très utile, mais si tu fais rien avec, ça devient juste un paquet d'os qui traîne dans son garage et tu regrettes de l'avoir déterré il y a 6 ans pour l'accrocher à Halloween, et je crois que je me suis encore emmêlé dans mes métaphores. Bref, pour créer
créer un show, c'est important d'avoir une formule qui fonctionne, surtout une émission comme Phineas et Ferb au format bouclé, c'est-à-dire que tous les épisodes se suivent en eux-mêmes et qu'elle peut être regardée dans le désordre sans problème. On dit aussi que ce genre de série est épisodique. C'est un format qui plaît énormément pour les chaînes orientées jeunesse. Pourquoi? Parce que ça permet de scotcher ton enfant devant la télé sans qu'il ait besoin d'être là tous les jours pour suivre l'intrigue. Et surtout parce qu'une série au format épisodique, c'est beaucoup plus facile de la rediffuser et de meubler des plages horaires. Et ça, ça fait très longtemps que Disney, ils ont été clairs sur le fait que c'est leur intention. Par exemple, si The Owl House a été annulé, c'est pas à cause des codes d'écoute, mais justement parce qu'une série au format feuilletonnant, c'est-à-dire qui se regarde dans l'ordre, tu peux pas la rediffuser en boucle pendant 10 ans du simple fait que tu dois commencer à l'épisode 1 et finir avec l'épisode final. Alors forcément, là, t'as Phineas et Ferb, une série au format épisodique, au format 11 minutes, même si des fois il y a des doubles épisodes, qui est super dynamique, bien animé, qui est drôle et surtout qui peut se rediffuser en boucle. C'est le rêve de tout exécutif chez Disney. Tu peux meubler tant que tu veux, tu peux rediffuser la série pendant plus d'une décennie, c'est même ce qui s'est passé en vrai. C'est là que la question du public arrive. Est-ce que c'est correct de servir à ton public en boucle les mêmes blagues et les mêmes points scénaristiques? La réponse est non. C'est pour ça que Phineas et Ferb ne le fait pas. Il ne prend pas son public pour des abrutis finis. À chaque épisode, tu veux voir les nouveaux plans de Doofenshmirtz, tu veux voir la nouvelle invention de Phineas et Ferb, et malgré le fait que c'est drôle de la voir souffrir, t'aimes bien voir Candice heureuse quand elle regarde Jérémy. Pourquoi? Parce que les créateurs, ils ont pris une formule qui fonctionne et ils en ont fait quelque chose de bien avec, à savoir, pas une série pour enfants. Je déteste tellement ce genre de critique, c'est-à-dire quand on dit qu'une série qui est accessible aux enfants est une série qui est faite pour les enfants et qui leur est réservée. Voire pire quand tu dis que l'animation c'est fait simplement pour les petits-enfants, alors qu'on le sait tous, c'est le médium de storytelling supérieur. Alors que dans les faits, quand tu regardes Phineas et Ferb, c'est une série qui peut plaire à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est bien animé, c'est drôle, c'est dynamique, c'est bien raconté, et surtout, c'est une série qui n'a pas eu peur du changement. Savoir briser sa formule. En 1977, le personnage de Fonzie de la série Happy Days saute par-dessus un requin. C'est connu comme étant un des pires moments de l'histoire de la télé parce que ça a aussi créé un dicton, à savoir le fait de sauter le requin ou jump the shark en anglais. C'est quand quelque chose dans une série ou dans une saga de films se produit et qu'on ne peut plus regarder cet ensemble d'œuvres de la même façon parce qu'elle a beaucoup trop changé. Des éléments qui font que la série ne peut plus être prise au sérieux, comme par exemple quand Michael est parti de The Office. Bref, sauter le requin, ce que ça veut dire que quelque chose arrive de tellement ridicule que ça vient entacher la série au complet et qu'on ne peut plus la regarder de la même façon. Parce que c'est pas vraiment quelque chose qui est facile à ignorer, il faut accepter que ces éléments existent dans le canon de l'œuvre qu'on aime. Ou encore, la pire façon de sauter le requin, c'est quand la formule elle-même change et que la série en devient totalement différente. Et ça, c'est rarement pour le mieux quand on parle de sauter le requin. Ce qui est paradoxal pour une série, parce qu'une série, ça doit apprendre à être capable de se renouveler et à évoluer, sans pour autant tellement changer que ça saute le requin. Je te laisse imaginer l'épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête des scénaristes et réalisateurs. Et ça, c'est aussi une des forces de Phineas et Ferb. Pourquoi? Parce que dès la saison 1, elle a pris l'habitude de briser sa propre formule et de briser les codes qu'elle a établis. On a des épisodes comme celui où Candice travaille avec ses petits frères pour amener le groupe Love and Doll ensemble pour un dernier concert, le tout pour offrir à leurs parents un bel anniversaire de mariage parce qu'ils se sont embrassés pour la première fois sur leur chanson. Ici, c'est plus une question de démasquer ses petits frères, de tout dire à maman, non, c'est simplement d'offrir un bel anniversaire de mariage à ses parents. Et tout le monde doit travailler ensemble pour y arriver. Je rappelle qu'à la base, Candice, c'est l'antagoniste de Phineas et Ferb. Oh merde que les commentaires vont être horribles sur celle-là. Dans un élan plus subtil, je vous propose sinon l'épisode où Phineas et Ferb, désireux de jouer avec leur grande sœur, créent des cabanes dans les arbres hybrides avec des robots de combat pour enfin que Candice passe du temps avec eux. Ici, ce qui est brisé et remis en question, c'est la prémisse de la relation entre Candice et ses petits frères. C'est plus une grande sœur qui essaye de démasquer ses frères, c'est simplement deux enfants surdoués qui veulent passer du bon temps avec leur grande sœur. Et comme mentionné plus tôt, t'as des crossovers avec d'autres licences Disney. Pour celui avec Star Wars, j'ai franchement pas énormément à dire dessus, c'est Star Wars raconté avec Phineas et Ferb en side story. Ça fait étrangement penser à la fois où Family Guy a fait relativement la même chose et ça fait réfléchir. C'est peut-être une bonne chose que Phineas et Ferb ait été refusé en boucle pendant 16 ans parce que ça a permis aux créateurs de s'améliorer, à prendre de l'inspiration et de l'expérience sur tous les autres projets
produits sur lesquels ils ont travaillé. Mais bref, le crossover Phineas et Ferb et Star Wars, il est bien, il est même excellent. Le crossover avec Marvel, par contre, lui, il est particulier. La prémisse de l'épisode ici, c'est que les super-héros Marvel se retrouvent mêlés à une aventure de Phineas et Ferb. Hé, Tante May, Phineas et Ferb font un crossover! Bah oui, alors. Et c'est pas une question de c'est une autre terre, une autre dimension, un voyage dans le temps, des comics qui prennent vie. Non, non, c'est vraiment juste une question de c'est canon que à un certain point, Phineas et Ferb font partie de l'univers Marvel. Il y a même Stan Lee qui fait un caméo. Oh mince, je me suis installé ici parce que je croyais que c'était plus sûr qu'à New York. Et cet épisode, il a tous les red flags pour faire sauter le requin à la série. On y suit une licence beaucoup plus connue et surtout plus sérieuse, avec un canon et un lore beaucoup plus établi. À l'époque, on commençait déjà à voir apparaître chez Marvel le continuity porn, c'est-à-dire des histoires comme le MCU, où la continuité est tellement importante qu'elle fait passer le scénario au second plan. Et là, tu mélanges Marvel, qui eux-mêmes mélangent tous leurs univers dans le même méta-multivers, à Phineas et Ferb, une série qui est connue pour n'avoir aucune continuité. Et oui, je vous entends dans Phineas et Ferb, des fois il y a de la continuité, certains épisodes font référence à d'autres épisodes, blablabla. Ouais, d'accord, mais c'est plus des clins d'œil qu'autre chose. Le seul vrai lien entre les épisodes de Phineas et Ferb, c'est le fait que tout se déroule pendant le même été. Et même là, honnêtement, c'est complexe. Il y a 189 épisodes de Phineas et Ferb, 189 épisodes où presque la totalité raconte un jour différent de l'été. Et même le générique, il dit il y a 104 jours de vacances d'été avant que l'école ne recommence. Bref, cet été, il est beaucoup plus long qu'un été normal. La continuité dans Phineas et Ferb, on l'a jeté aux poubelles simplement pour pouvoir raconter une meilleure histoire et pas s'embêter avec la cohérence. Exactement le contraire de ce que fait Marvel. Et là, on fait un crossover entre les deux. Ça devrait être une catastrophe. Pourtant, ce qu'on retrouve ici, c'est un épisode qui se suffit en lui-même, bien animé, avec une prémisse intéressante. Pourquoi? Parce que du côté de Phineas et Ferb, on a brisé la formule de façon intelligente, et du côté Marvel, on a décidé de raconter une histoire qui épouse les codes de la série dans lesquels les super-héros sont invités. Là, je parle de la mise en scène, de l'histoire, des dialogues, de l'animation. Les super-héros Marvel dans cet épisode, ils agissent comme des personnages de Phineas et Ferb devraient agir. À savoir, ce sont des personnages qui sont principalement comiques. Francis, je vais avoir besoin de vous. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Avec deux bandeaux, il se croit 2 fois plus sympa. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Non, il a été mordu par un ornithorynque radioactif. Non, c'est juste un ornithorynque normal qui lutte contre le cri. Pouvoir, sauf Hulk. Il doit avoir ceux de Iron Man, mais son armure, ça lui sert pas à grand-chose. Je sens naître en moi l'esprit d'entreprise. Maintenant, je suis Iron Man. Il y a probablement quelque part une version du script de cet épisode où c'est Phineas et Ferb qui deviennent beaucoup plus dark et greedy et surtout beaucoup plus sérieux pour être capable d'épouser les codes de Marvel. Et si vous pensez que ça aurait été plus intéressant à voir, on regarde pas un film Marvel, on regarde un épisode de Phineas et Ferb. Les personnages de Marvel y sont invités et c'est donc à eux de s'adapter. C'est donc un épisode qui vient briser les codes établis, qui prend un risque et qui n'en est que meilleur pour la même raison. Mais surtout, c'est un épisode qui fonctionne alors qu'il ne devrait pas fonctionner. Et ça, c'est pas quelque chose d'unique à cet épisode. Phineas et Ferb ne devrait pas fonctionner. Je fais partie de ceux qui pensent que Disney, ce géant du divertissement, possède 2 facettes. D'un, grâce à leur classique d'animation, c'est un studio de l'imaginaire et du rêve qui nous offre un nouvel univers à découvrir à chaque film. Mais paradoxalement, Disney, c'est aussi le format, c'est le confort, c'est le fait de ne jamais prendre de risques ou de nouvelles formules tant que les anciennes marchent, et ce, au détriment de la créativité. Marvel en est un excellent exemple. Si en 2014, je trouvais la critique abusive sur le fait que ce sont des films formatés et sans imagination qui ne prennent jamais de véritables risques, en 2024, je pense que cette critique est plus réelle que jamais. Venant d'une compagnie qui est célèbre pour ses contes de fées et son imaginaire, c'est quand même ironique que ce soit une compagnie qui décide de ne jamais prendre de risques et de ne jamais rien imaginer. J'ai foncièrement l'impression que chez Disney, il se passe ceci. Les ressources humaines chez Disney. Bon, moi j'adore ça, lundi matin, encore un dossier compliqué. J'espère que c'est pas encore le directeur du marketing qui comprend pas qu'on peut pas poursuivre les frères Grimm pour atteinte aux droits d'auteur. Entrez. Asseyez-vous s'il vous plaît, je suis Timothée, directeur des ressources humaines. Bonjour monsieur. Sup. Bon alors si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que vos employés m'ont parlé et ils commencent à avoir un petit peu peur pour leur emploi. Après tout, vous travaillez littéralement l'un contre l'autre. Mais de quoi parlez-vous? Premièrement, monsieur Marc.
Alors, je m'appelle Marketing. On va dire Marc pour les biens du sketch. Bref, ce qui inquiète vos employés, c'est que vous et monsieur Rêveur ici... Appelez-moi Rêve. Parfait, hein? Alors, bref. Hier matin, les employés du département créatif ont reçu les instructions de Monsieur Rêve pour la nouvelle série qui est censée sortir cet automne. Ah oui, de cette série, je me rappelle, j'ai immédiatement demandé à ce qu'on enlève les personnages qui servent pas à remplir des quotas, à calquer la musique sur la BO du Roi Lion et à lancer la production de jouets. Il est où le problème? Oui, non, mais le problème, c'est qu'avec tes conneries, t'as foutu en l'air ma série et t'as tout spoilé en sortant des Funko Pop trop tôt. Ben oui, mais le budget pour la série d'animation, fallait bien le trouver quelque part. Marc... On est Disney. Chaque fois qu'on sort un film ou une série, on peut potentiellement faire exploser ou cracher l'économie mondiale. Ouais, non, c'est pas faux. Mais c'est quand même grâce à moi qu'on en est arrivé là. Peut-être, mais vos employés et vos équipes commencent à paniquer, Marc. En fait, ça fait très longtemps que le public se demande qu'est-ce qui vous passe par la tête. Ce qui me passe par la tête, moi, tout ce que je veux, c'est que Disney soit au top du top et que le nom de Walter Disney ne soit jamais oublié. Oh, mais tu lui fais mal à Disney! Quoi? Walt Disney lui-même, il a dit « On veut pas de films pour faire de l'argent, on veut de l'argent pour faire des films. » Et toi, t'es en train de détruire ce qu'il nous a laissé. Mais on est une compagnie quand même. Ben justement, si on est une compagnie, on pourrait peut-être travailler de façon intelligente. Tu pourrais utiliser tes ressources en marketing pour promouvoir nos bons produits au lieu d'à chaque fois que tu vois quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, avoir peur du crash que ça va donner et ordonner des reshoots. Parce que tu sais que c'est ça qui a tué Solo. Mais le film sur Han Solo, il aurait jamais marché. T'as vu l'échec commercial que ça a été? Il a échoué parce que t'as ordonné des reshoots et ça a fait exploser les coûts. Autrement, il aurait totalement remboursé son investissement. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'on devrait juste faire ce qu'on fait de mieux depuis plus d'un siècle et que si on continue à bien le faire, on n'aura pas besoin de rentrer dans le moule pour faire cracher du cash à tout le monde et donc pour que Disney soit à nouveau synonyme d'imaginaire et de bons produits d'animation. Exactement. C'est comme ça que Disney va continuer de grandir. Et honnêtement, moi je suis pour qu'on arrête de s'en prendre plein la gueule sur les réseaux sociaux. Je crois que j'ai compris. Eh ben parfait, je suis très content que vous ayez trouvé un terrain d'entente. On va faire une série là-dessus. Attends, tu dis quoi, là? Une série de 75 épisodes sur un réalisateur et un producteur qui n'arrivent pas à s'entendre. Ah, ça va être génial et je veux que ça fasse partie du Marvel Cinematic Universe. Oui, allô, Josiane, je veux Tom Hanks sur les plateaux demain matin. Je déteste mon travail. Ouais, mais faites-moi confiance, ça pourrait être pire. J'étais chez Warner Brothers avant. Pourquoi vous êtes parti? J'ai dû rencontrer Ezra Miller pour qu'on parle de son comportement sur les plateaux de tournage. J'en ai fait une dépression. Comment alors est-ce que dans ce climat, une série comme Phineas et Ferb peut exister? Parce que pensez-y, dans cette série, on est clairement dans le côté plus expérimental et imaginatif de la chose. Parce que Phineas et Ferb, je vous le rappelle, mais s'il a été refusé de nombreuses fois, c'est justement parce que la série était vue comme beaucoup trop complexe à travailler. C'était pas quelque chose qui était simple à faire et surtout, c'était pas quelque chose qui avait été déjà fait des milliers de fois avant. C'était un nouveau départ pour qui que ce soit aurait pris la série en charge. En fait, quand tu le vois comme ça, je me demande vraiment qu'un Cartoon Network, la chaîne qui nous a offert les Super Nanas, Foster la Maison des Amis Imaginaires et le laboratoire de Dexter, a pu passer sur le projet. Et même si c'était une autre époque, on était milieu des années 2000, le fait que ce soit Disney qui ait décidé de prendre un risque pour un projet aussi ambitieux et surtout aussi nouveau qui n'avait pas fait ses preuves avant, ça me fait énormément questionner la plupart des décisions qui s'y prennent. Preuve par l'exemple, les séries les plus risquées, c'est rarement celles qui sont les plus diffusées chez Disney. Par exemple, The Owl House n'a eu droit qu'à 2 saisons plus 3 épisodes spéciaux pour une saison 3. Gravity Falls en tant que tel s'est achevé après seulement 2 saisons de diffusion et oui, c'est Alex Hirsch, le créateur, qui n'en voulait pas plus, mais le fait étant qu'après la fin de la série, il a fait leaker de nombreux emails où Disney demandait de censurer certains passages et de modifier certains mots dans le scénario pour éviter de choquer les jeunes téléspectateurs. Bref, on voit que ça a l'air d'être très difficile de s'épanouir créativement chez Disney. Et si ça vous intéresse, réclamez une vidéo sur Gravity Falls en commentaire. Ou attendez que je la fasse, on sait tous que c'est juste une question de temps. Bref, chez Disney, à la télé, ça devient très compliqué de sortir du moule. Et là, t'as Phineas et Ferb qui arrive. C'est une série qui est connue pour casser ses propres formules, avoir un humour beaucoup plus absurde que la moyenne, et qui réussit à faire valider des films et des nouvelles saisons presque 10 ans après la conclusion. Que se passe-t-il? Phineas et Ferb est une aberration dans le sens où
elle ne devrait pas fonctionner. Et ici, je pense que j'ai compris le pattern, à savoir, Phineas et Ferb, c'est la meilleure série Disney. Me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, il y a The Owl House et Gravity Falls qui existent, et oui, c'est des séries qu'on peut considérer comme supérieures, mais genre méchamment supérieures. Prenez la chose comme je l'ai dite. C'est pas la meilleure série produite par Disney, c'est la meilleure série Disney, dans le sens où ils ont été capables d'exploiter les mêmes points forts qui, jadis, a fait de Disney. Je vais me répéter, mais Disney, c'est super large comme terme. Cependant, pour en arriver là, il a bien fallu être capable de se faire un nom. Et pour Phineas et Ferb, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils exploitent les mêmes points forts que Disney ont exploités dans leur classique d'animation pour devenir le géant de l'animation qu'ils sont aujourd'hui. Si je vous demande ce qui fait de Disney une bonne compagnie qui produit des bons classiques d'animation, il est probable que vous me répondiez les chansons, les histoires, les univers, les personnages attachants, les méchants, etc. Ou si vous avez d'autres réponses, lâchez-les en commentaire. Mais bref, commençons de base par les chansons, parce que c'est une des très grosses forces de Phineas et Ferb. Je pense notamment à des chansons comme Je n'ai plus le rythme ou Une bonne frayeur qui, en plus d'être très bonne dans le contexte de l'épisode, c'est des bonnes chansons tout court que j'écoute des fois non ironiquement. Pourquoi? Parce que la série a de vraies chansons, pas juste des blagues chantées comme beaucoup d'autres séries pendant leurs épisodes musicaux. Et quel range de musique! T'as du rock, t'as de la pop, t'as du reggae, t'as du rap, t'as de la punk, t'as même du métal. Mention spéciale à la VF qui met Donald Renew dans les bottes de Phineas. Donald Renew, pour les 2-3 du fond qui savent pas qui c'est, c'est juste la voix officielle de Spider-Man, entre autres. Il a même une chaîne YouTube, si vous voulez le taguer en commentaire pour me faire plus de vues, ce serait gentil. Cette musique excellente, elle vient sûrement du fait que le compositeur de la musique, c'est Danny Jacob, un compositeur qui a aussi touché à de la musique grand public, donc pas juste pour le cinéma. Et sinon, le générique, on est tous d'accord, c'est un banger, il a été interprété et coécrit par Bowling for Soup, un groupe incontournable du pop-punk de la fin des années 90 et début 2000. Et j'ai été un fan de Phineas et Ferb et de Bowling for Soup bien avant de l'apprendre. Et quand j'ai su que le groupe qui a composé la chanson du générique de Phineas et Ferb était aussi un groupe qui ont fait une chanson entière sur le zigouigoui du chanteur, je vais pas mentir, ça m'a fait très bizarre. Vient ensuite la question des personnages attachants, et là, qu'est-ce qu'on fait fort? On a par exemple Baljeet, qui est techniquement différent sans être un stéréotype sur pattes, a une obsession absolue et pas saine de tout ce qui a trait avec l'école, ce qui le rend hilarant. Non, je ne suis pas Baljeet, je suis le pire de vos cauchemars, un 0 sur 20 en mathématiques. Youpi! Pour ça et pas pour l'école. J'adore l'école. Et Bufford qui commence comme étant une grosse brute antagoniste des personnages principaux pour qu'on révèle éventuellement qu'il a un énorme cœur et qu'il devienne un ami sur qui tout le monde peut compter. Isabella et par extension ses filles du feu, qui sont un peu ses sidekicks, sont presque toujours hilarantes. Et même si elle est surtout une blague ambulante avec son crush sur Phineas, plusieurs fois au cours de la série, elle prend les choses en main et devient un des personnages les plus intelligents et compétents, sans oublier le fait qu'elle est clairement ce dont Phineas a besoin dans sa vie. Comme une bonne dose de réalisme qui te frappe au visage comme une claque à la gueule qui vient balancer le ton plus absurde de la série. On a aussi Perry l'ornithorynque qui réussit à bien communiquer ses émotions sans jamais dire un mot et qui est à la base de beaucoup des blagues les plus hilarantes de la série. 3000, si Perry est quelque part dans Danville, ça va le ramener à la maison. Oh là là, je pensais pas qu'il y avait autant d'ornithorynques à Danville. Vous avez un castor domestique? Vous avez bien un ornithorynque. Touché. Non, en français. Ça c'est un canard, Il s'est collé une queue de castor. Mais surtout, de l'autre côté de la médaille, c'est un personnage super émotionnel. On voit les attaches qu'il a pour les garçons et quand t'as peur qu'ils soient séparés, c'est une véritable montagne russe émotionnelle. Quand je vois des scènes où la famille devrait peut-être dire adieu à Perry l'ornithorynque, je suis plus un homme de presque 26 ans qui regarde des cartoons pour arrondir ses fins de mois. Je suis l'enfant de 6 ans qui avait perdu son petit caniche et qui en a fait une dépression chronique pendant des mois. J'avais vraiment pas beaucoup d'amis quand j'étais petit. Et bien sûr, comment parler de Perry l'ornithorynque sans mentionner le professeur Heinz Doofenshmirtz. Le méchant absolument pas méchant de la série, c'est même un running gag à quel point il est un savant fou en carton. Bobo le lapin! Tu sais que je te cherche depuis ma plus tendre enfance. Une statue de Rutherford B. Hayes, notre 19e président. Le seul président qui ait possédé une barbe aussi impressionnante. Cela ne tient pas debout. À quoi ça rime, franchement? Je vais abaisser le levier du rayon laser et tu vas aussitôt contrecarrer mes plans. Alors finissons-en au plus vite, d'accord? Rayon activé.
Oh, je vais m'allonger un moment. Je te promets d'être plus diabolique la prochaine fois. Mais tout ça, ça cache quelque chose, à savoir le fait que c'est quelqu'un qui a eu une vie assez terrible avec des parents qui ne l'aimaient pas et donc qui essaye de devenir diabolique pour régner sur le secteur des 3 États et peut-être retrouver un semblant de contrôle. Je restais planté là des heures durant. Ne bouge pas! Dans la nuit froide et sombre, les loups de Poméranie hurlaient. Je n'avais pour seule compagnie que la lune. Sans parler du fait qu'il n'a jamais eu un seul bon anniversaire de sa vie et que donc, quand sa fille va fêter ses 16 ans, il met tout en œuvre pour lui offrir une journée inoubliable. Il est totalement intrusif, irrespectueux et maladroit dans sa façon de le faire, mais en bout de ligne, il essaye et à quelque part, c'est tout ce qui compte. Et histoire vraie, petit moment de mémoire, le dimanche matin quand j'étais petit et que je regardais Phineas et Ferb avec mon petit frère avant de partir de chez mon père pour aller chez ma mère pour la semaine, on débattait sur le fait que est-ce que oui ou non Doofenshmirtz, il était assez maléfique dans cet épisode spécifiquement pour ce que ça justifie d'envoyer un agent secret à ses trousses. C'était une blague quand j'avais 9 ans, mais maintenant que j'en ai 25, c'est surtout une question de Doofenshmirtz. C'est un personnage qui est tellement émotionnellement brisé qu'il est même pas capable de convenablement faire comprendre à sa fille qu'il l'aime. De fouiller dans ton répertoire pour pouvoir inviter tous tes amis à la grande fête, y compris un garçon dénommé Johnny. Il y a des tas de petits cœurs avec son nom. Si demain j'apprends que Doofenshmirtz il a inspiré le personnage de Rick Sanchez, ça ne me surprend même pas. Ça ou sa relation avec Perry, parce que dans les faits, même s'ils se disent ennemis, tu le sais que Doofenshmirtz ne peut pas vivre sans Perry l'ornithorynque parce qu'il est son némésis qui donne un sens à sa vie. Il est un peu cette corde à laquelle Doofenshmirtz se rattache pour se prouver à lui-même qu'il est un vrai méchant. Un de mes épisodes préférés et accessoirement le premier épisode que j'ai vu de ma vie, demande-moi si j'ai compris quoi que ce soit quand j'étais petit, c'est quand Peter le panda prend la place de Perry et que ça devient une scène d'adultère très vite. Alors, Peter le panda, tu te crois sans doute plus malin que moi? Ne fais pas cette mine d'ornithorynque battue, c'est déjà assez dur. Crois pas que je ne te déteste plus, je t'assure, mais je sens que il est temps qu'on fasse une pause pour grandir un peu. On doit combattre d'autres ennemis. Me redonner une chance, je te promets que je te blesserai de la bonne manière. Je ferai semblant de te faire mal comme dans les dessins animés. J'ai jamais autant shippé un ornithorynque agent secret et un scientifique émotionnellement brisé. Et je vais clairement en faire pour ça. Pour notre Golden Trio de personnages, on commence avec celle qui sert d'antagoniste principale dans bien des épisodes. Candice, elle peut être vue comme la méchante, mais dans les faits, c'est surtout une ado normale qui essaye de dénoncer ses 2 frères, et soyons honnêtes, c'est peut-être une bonne chose. Je veux dire, les petits, ils sont pas un petit peu jeunes pour construire une méga structure par jour pendant un été de 189 journées? Mais il y a un épisode où elle réussit à les dénoncer, où ils sont envoyés à l'école militaire, et là, Candice réalise qu'elle n'a pas de vie au-delà du fait d'empêcher Phineas et Ferb de faire des conneries. On a vraiment un lourd moment d'émotion avec Candice ici qui te fait reconsidérer comment une famille saine devrait fonctionner. Pour Phineas lui-même, ce qui le rend si appréciable, c'est le fait que Phineas en tant que tel est un personnage très appréciable. Derrière ces airs de petit gamin avec des hyper-focus se révèle un cœur gigantesque qui ferait n'importe quoi pour un de ses amis. Comme la fois où il a construit une maison hantée pour retirer son hockey à Isabella. Ça, c'est sans compter l'été génial qu'il a offert à tous ses amis en les amenant dans de nombreuses aventures que moi, j'aurais rêvé de faire à leur âge. Mais passons là-dessus parce que de loin le meilleur personnage, on le sait tous, c'est Ferb Fletcher. J'espère que cette bête-là aime les oranges. Ça aime plutôt les mangeurs d'oranges. Bon, de base, toutes les blagues sur l'Angleterre, elles sont hilarantes, comme la fois où t'as appris que le père de Ferb, tous les matins, il embrasse le portrait de la reine. Qu'est-ce que vous faites de beau? Papa, fais gaffe, quand t'embrasses la reine, t'es rouge comme une tomate. Oh, merci. J'ai vraiment l'impression que les Américains voient le Canada et l'Angleterre un peu comme la France peut voir la Suisse, la Belgique et le Québec. À savoir cette espèce de petit frère un petit peu énervant et embarrassant, mais qu'on aime quand même. Mais surtout, ce qui est génial avec Ferb, c'est à quel point ce personnage réussit à être hilarant et assez empathique sans ne jamais dire un mot. Je sais que j'ai dit à peu près la même chose pour Perry, mais il y a une différence. Perry, c'est un animal, il ne peut pas parler. Ferb choisit de se taire. Mais quand Ferb, il décide de parler, c'est toujours pour dire quelque chose d'intéressant. Tu sais, les gladiateurs étaient romains, pas grecs. Ce dialogue, il est là parce que dans l'épisode précédent, Phineas et Ferb ont organisé une course de chars romains parce qu'ils étaient devenus obsédés par la Grèce antique. Donc, on a une petite erreur historique ici, totalement assumée. C'est encore plus drôle quand tu sais que Phineas, c'était un personnage dans la mythologie grecque. Ou encore dans l'épisode où ils ont perdu un lézard géant et où Ferb fait un méga discours chargé en émotions sur l'importance de persévérer pour ce qui en vaut la peine. Laissez tomber. Le jour viendra peut-être où nous abandonnerons des recherches infructueuses au bout de 11 minutes. Mais ce jour-là n'est pas encore né. Nous continuons les recherches et nous le rechercherons dans toutes les rues. Nous le chercherons dans les caniveaux. Nous le chercherons dans les allées des supermarchés. Nous le chercherons dans tous les parkings à étages et dans tous les parcs d'attractions municipaux. Et nous ici présents, nous ne cesserons les recherches que lorsqu'on l'aura trouvé.
C'est à la fois une blague et un moment très lourd au niveau émotion, venant d'un personnage qui fait un long discours alors qu'il a pour habitude de ne jamais rien dire. Quand je te dis que cette série ne devrait pas fonctionner. Sans parler du fait que c'est de loin la plus grosse réplique de Ferb qui totalise 128 mots. Ferb est un tweet. Et sur Internet, pour Ferb, on parle beaucoup de neurodivergence, voire même d'autisme. Bref, c'est un personnage qui dit beaucoup en restant silencieux. Il parle jamais, ton demi-frère? Ferb, c'est plus un homme d'action. Mais à quoi bon avoir d'excellents personnages si c'est pour ne les amener nulle part? Une fin parfaite. On ne compte plus le nombre de séries ayant été gâchées par une saison de trop, voire par un épisode final décevant. Heureusement, une fois n'est pas coutume, c'est pas ça qui se passe avec Phineas et Ferb. Bon, déjà, les films ça compte pas, mais si tu me dis que le film de la deuxième dimension est la fin de la série, honnêtement, c'est hyper satisfaisant. Résumé rapide ici, Candice a accepté qu'il y a une force multiverselle qui empêche sa maman de voir ce que font Phineas et Ferb. Les personnages se retrouvent dans une autre dimension où Doofenshmirtz a servi l'humanité et où il va tenter d'envahir la réalité de Phineas et Ferb. Perry, qui entre-temps a été démasqué comme agent secret, s'embrouille avec les garçons et ils vont lui dire qu'il a raté le bel été qu'il aurait pu avoir avec eux. Doofenshmirtz attaque notre planète, mais il se trouve que Perry a scanné toutes les machines des garçons au fil de l'été. Phineas et Ferb, réalisant que Perry sera toujours leur ami, utilisent toutes leurs inventions pour affronter le méchant Doofenshmirtz. Et Candice exploite la force mystérieuse pour montrer à sa mère que Phineas et Ferb sont en train de faire des conneries, mais comme maman arrive, tout redevient normal et la boucle est bouclée. Je trouve que ce serait une fin quand même assez intéressante pour la série, même si elle revient un petit peu au status quo, parce qu'à la fin, on efface la mémoire de tous les personnages pour que Perry n'ait pas à s'en aller et se trouver une nouvelle famille. Mais non, l'épisode qui vient clôturer la série, c'est l'épisode nommé « Le dernier jour de l'été ». L'école recommence demain, c'est donc la dernière occasion pour Candice de démasquer ses frères et la dernière occasion pour Phineas et Ferb de s'amuser avant que tout ne redevienne comme avant. Candice ne va pas parvenir à ses fins, mais heureusement que Doofenshmirtz a mis sur pied une nouvelle machine capable de recommencer la journée. Et là, c'est mon recommence innato. Candice et Doofenshmirtz vont bien sûr abuser de ce voyage temporel et malheureusement, ça va avoir de très lourdes conséquences. À savoir, à chaque fois que la journée recommence parce qu'on est rendu dans une boucle infinie, eh bien, quelque chose disparaît de la réalité et tout le monde l'oublie, sauf Doofenshmirtz et Candice, parce qu'ils sont à l'origine de cette boucle temporelle. Et quand je dis quelque chose disparaît, ça peut être n'importe quoi. On a des oranges, des cuillères, des tigres, jusqu'au moment où Phineas et Ferb eux-mêmes disparaissent et où tout le monde, sauf Candice et Doofenshmirtz, les oublie. Pendant ce temps, Vanessa, la fille de Doofenshmirtz, pense prendre un stage chez les agents secrets et elle met une claque de réalité à son père. Je sais bien que tu bricoles ça uniquement pour essayer de prouver à tout le monde que tu es un méchant. Et tu te sens toujours obligé de te justifier en racontant toutes tes misères d'enfance. Non, je suis désolée papa, tu es un gentil qui veut absolument se faire passer pour un méchant. Mais ça ne vient pas vraiment du fond de ton cœur. Doofenshmirtz va finalement utiliser son cerveau pour faire le bien, il aide à sauver l'espace-temps de la destruction totale et Candice a appris à aider et aimer ses petits frères plutôt que d'assumer qu'ils vont toujours tout foutre en l'air. Je dis que c'est une bonne fin parce que tous les arcs y sont conclus. Doofenshmirtz, il a appris à écouter sa fille et il a finalement trouvé qu'en faisant le bien, la vie lui sourit versus quand il fait le mal, il s'en prend juste plein la gueule. Candice s'est rapprochée de ses petits frères et elle les regarde pour autre chose que deux fouteurs de troubles. Elle réalise même qu'elle s'est beaucoup amusée dans toutes les aventures dans lesquelles ils l'ont amenée. Et surtout, Phineas et Ferb, ils ont vécu leur dernière aventure avant la fin des vacances. Jusque-là, ça va, c'est un bon épisode standard de Phineas et Ferb. Mais la fin de cet épisode, mon Dieu. Ça se finit sur un gros numéro musical qui récape la série où les personnages remercient le public de les avoir accompagnés. Juste avant que la mère des garçons ne vienne leur proposer leur collation habituelle. Et c'est pendant le dernier plan de la série que Phineas se retourne avant de rentrer dans la maison et envoie un dernier bye-bye aux spectateurs sans qui tout cela n'aurait jamais été possible. Est-ce que c'est une façon parfaite de clôturer cette œuvre? Oui. Est-ce que j'ai moi-même pleuré comme un petit bébé en la re-regardant pour cette vidéo? T'imagines même pas. Mais est-ce que c'est la vraie fin de la série? C'est complexe. Beaucoup de fans considèrent que la série se termine réellement avec un épisode qui est antérieur à celui-là. L'épisode simplement intitulé Grandir, Act Your Age en anglais, qui se passe 10 ans dans le futur. Ça commence avec Dan et Swampy qui s'adressent au public et qui vont leur raconter une histoire de quand Phineas et Ferb vont intégrer l'université. On retrouve notre cast, on voit où ils sont rendus, comment leur vie se dessine et évidemment que Baljit est devenu professeur à l'âge de 18 ans. Mais ce qui est important ici, c'est de rattacher le dernier fil narratif qui reste, à savoir la relation entre Phineas et Isabella. Je pensais que
finiriez ensemble tous les deux. J'aurais bien aimé, mais pour elle, je suis qu'un bon copain. Quand elle te regardait, ses pupilles formaient toujours des petits cœurs. Je ne sais pas comment c'est physiquement possible. Elle arrivait à modifier ses globes oculaires. Tout l'épisode tourne autour du fait que ce couple a toujours été destiné à être ensemble. On a notamment ce mini-montage où tu vois Phineas obsédé par ses machines et Isabella progressivement s'éloigner de lui. Avec la chanson ici en background qui dit « J'ai essayé de faire le plus de chaque jour, mais est-ce que j'ai gâché toutes ces années? » Et évidemment, tout est bien qui finit bien. Phineas et Isabella s'embrassent et finissent ensemble. Ça peut paraître comme une petite fin cliché, mais ce qui est très intéressant, c'est le message que ça amène derrière. Prenez la chose comme suit. Phineas et Ferb a été diffusé de 2007 à 2015. C'est-à-dire qu'elle a commencé l'année de mes 9 ans et elle s'est terminée l'année de mes 17 ans. Et forcément, en tant que spectateur de 9 ans à 17 ans, mes priorités, elles ont énormément évolué et mes goûts aussi. Et ça, je suis vraiment pas le seul. À 9 ans, bien sûr que oui, l'été, c'était juste le meilleur temps de l'année, mais à 17 ans, t'es sur le point de commencer tes études supérieures, de commencer à bâtir ta vie. Et je crois que c'est pour ça que cet épisode est aussi génial. Parce que cet épisode, il vient chercher le spectateur qui a grandi avec Phineas et Ferb. Il ne s'adresse plus à l'enfant qu'il a jadis été, mais au jeune adulte qu'il est en train de devenir. Et c'est aussi une façon pour les créateurs de dire bye-bye à leur show tout en laissant sur une note lourde une référence à comment l'idée est née plus de 30 ans auparavant. J'ai l'impression que c'était hier qu'on dessinait nos premières esquisses de ces gamins sur des nappes en papier à passer à des nappes. Quelle est la vraie fin de Phineas et Ferb? Je vous laisse débattre en commentaire. Moi, j'ai tendance à dire que ma préférée, c'est le dernier jour de l'été. Alors, pourquoi est-ce que Phineas et Ferb est aussi génial et pourquoi c'est le meilleur produit Disney? Parce que c'est ce que Disney était et c'est ce que Disney devrait redevenir. C'est une série émotionnelle, drôle et divertissante, mais surtout, c'est une œuvre qui veut dire quelque chose et qui peut être appréciée par n'importe qui. Cette dernière qualité étant super importante pour une compagnie qui est un géant du divertissement qu'il est impossible d'éviter. Je ne peux donc qu'espérer que la 5e saison rendra justice à ses prédécesseurs. En attendant, je vous encourage à redécouvrir l'œuvre qui m'a accompagné de la fin de l'enfance jusqu'à l'aube de l'âge adulte. Alors sur ce, mes amis, dites-moi en commentaire aujourd'hui qui est votre personnage préféré de Phineas et Ferb, même si je me doute honnêtement très fortement de la réponse. Vous pouvez regarder notre dernière vidéo en cliquant juste ici ou regarder plus de produits d'animation Disney en cliquant juste là. Dites-moi en commentaire de quel autre sujet on devrait traiter et tant qu'être là, pourquoi ne pas vous abonner, laisser un like, un commentaire, activer la cloche au passage et nous suivre sur Instagram. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus en plus d'exploration de notre omnivore.